Bonjour à tous, nous attaquons une vidéo sur un test statistique parmi tant d'autres qui s'appelle, lui, le test du Qui2 d'adéquation. On a découvert auparavant, dans une autre vidéo, les tests du Qui2 d'indépendance, où on croisait deux variables, on observait des résultats venant d'un échantillon et on essayait d'en déduire grâce à ce test si on pouvait estimer que ces variables étaient dépendantes. Dans le test du Qui2 d'adéquation, on se sert du même outil qui est la loi du Qui2 mais pour voir l'adéquation d'une distribution observée dans un échantillon à une loi donnée, ou à une distribution théorique à laquelle on pense. Donc on va évidemment poser le problème avec un cas d'école, un cas très simple à comprendre. On prend l'exemple d'un dé que l'on lance 10 fois, et donc d'une pièce, pardon, on joue 10 fois de suite à pile ou face. Par hypothèse, qu'on appellera ensuite hypothèse nulle, on en reparlera, notre pièce n'est pas truquée, mais on va quand même lancer cette pièce 10 fois de suite et on va observer ce que ça donne. Et les résultats, une fois l'expérience réalisée, sont 2 piles et 8 faces. Alors à partir de là, on peut commencer à se poser des questions sur l'équilibre de cette pièce. Est-ce qu'on a affaire à une pièce truquée ou une pièce non truquée? Par hypothèse, la pièce n'est pas truquée. Et donc ces résultats observés peuvent être comparés à des résultats théoriquement attendus d'après l'hypothèse écrite à droite en rouge, donc la pièce non truquée. Si vraiment pile et face ont chacun 50% de chance d'apparaître, eh bien on a une espérance du nombre de piles qui est égale à 5, ainsi que du nombre de faces, en tout cas sur 10 lancés. Donc on s'attendait à ce que les résultats tournent autour de 5 piles et 5 faces, et on a observé 2 piles et 8 faces. Encore une fois, il n'y a pas de raison d'en conclure hâtivement que la pièce est truquée. C'est-à-dire que ce qu'on observe est tout à fait possible avec une pièce non truquée, puisque les fluctuations dues au hasard font que chaque lancer est indépendant d'un autre, et on pourrait très bien obtenir ce genre de résultat. Alors, la loi du Qui2 va nous aider à en savoir plus sur la probabilité que ce genre de situation 2 piles 8 faces se produise, voire pire. C'est-à-dire 1 pile 8 faces, 0 pile, pardon, 1 pile 9 faces, 0 pile 10 faces, ou une dissymétrie dans l'autre sens entre les piles et les faces. Et donc, on va avoir un outil qui est généraliste et qui va pouvoir nous parler de pas mal de situations différentes, autres que le jeu de pile ou face évidemment. Alors, ce que je peux dire là tout de suite, c'est que la loi du Qui2 est définie comme somme de carrés de variables aléatoires normales, et que pour qu'une loi normale puisse rendre compte d'un cas discret relativement efficacement, il vaut mieux que petit n soit supérieur à 30. Ici donc, ça aurait été pas mal de lancer au moins 30 fois notre pièce, donc j'ai pris des valeurs simples pour pouvoir montrer les calculs d'une manière simple, mais il est vrai que les résultats qu'on va obtenir dans cet exemple en termes de valeur de Qui2 ne sont en pratique pas applicables vu cette restriction de n supérieur à 30. Donc, je reviens à ce que j'étais en train d'expliquer. Les différences entre les valeurs observées et les valeurs théoriquement attendues sont normales, même dans l'hypothèse pièce non truquée. Elles sont prévisibles en probabilité et quantifiables. Effectivement, on a des moyens de savoir quelle était la probabilité d'obtenir 2 piles 8 faces avec une pièce non truquée. On est dans un cas qui est d'ailleurs binomial au départ, et c'est ensuite quelque chose qu'on peut adapter à une loi continue, moyennant encore une fois ce n supérieur à 30. À partir d'un tableau comparatif de résultats et de valeurs théoriques, on calcule un nombre, l'écart entre les deux, le Qui2 de l'expérience. En fait, ce qu'on va appeler le Qui2, c'est un calcul de distance. C'est la distance qu'il y a entre notre résultat, 2, 8, et le résultat théorique attendu, 5, 5. Et pour calculer une distance, mais il y a beaucoup de manières différentes en mathématiques, donc là, ça va être au sens du Qui2. Comment est-ce qu'on calcule un Qui2? Eh bien, on calcule pour chaque couple de valeurs observées théoriques la différence que l'on met au carré et on redivise par la valeur théorique et puis on fait la somme de tout ce qui a pu être obtenu. Donc regardons ce que ça donne ici. Au niveau des piles, j'ai obtenu 2 au lieu de 5. 2 observés, 5 théoriques, donc je mets ces valeurs dans mon calcul et j'obtiens 2 moins 5 moins 3 au carré 9 divisé par la valeur théorique qui vaut 5. 9 sur 5, 1,8. Pour les faces, j'ai obtenu 8 au lieu de 5.
Et donc je recommence mon calcul où je vais obtenir la même chose. Alors c'est tout à fait normal puisque notre résultat s'est scindé en deux nombres différents. Donc si j'ai un peu plus d'un côté, j'ai un petit peu moins de l'autre, avec la même valeur évidemment. Donc j'obtiens le même qui 2. Ça, ce sont des qui 2 partiels. Pour obtenir le qui 2 total de votre expérience, vous devez donc faire la somme de ces valeurs. Et donc vous avez ce qu'on appelle un qui 2 calculé de 3,6. Alors, la suite, évidemment, consiste à savoir ce qu'on va faire avec ce 3,6. On a ici, au sens du qui 2, la distance entre ce qu'on a observé et ce à quoi on s'attendait. Donc ici, un petit mot sur la loi du qui 2, en disant que quelle que soit l'expérience, et sous l'hypothèse nulle H0, pièce non truquée, et ainsi de suite, on sait donner la probabilité que telle valeur du qui 2 soit ou ne soit pas dépassée. Notre expérience a conduit à une valeur de qui 2 de 3,6. On place les valeurs de qui 2 sur l'axe horizontal, en vert ici. Et en fait, nous avons une distribution au niveau de densité de probabilité dans la loi du qui 2 qui prend cette forme de courbe en noir. Alors là aussi, ça dépend d'un nombre de degrés de liberté. Cette courbe en noir, j'en ai donné une idée générale, mais dans notre cas d'école, pile ou face, la forme serait différente. Mais on va dire peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre le principe et la méthodologie. Ici, il faut comprendre que on a atteint un résultat qui effectivement est décalé par rapport au résultat théoriquement attendu qui aurait donné un qui 2 nul en fait, si on avait obtenu 5 piles 5 faces. On est à 3,6 et la question est de savoir si 3,6 est loin ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un résultat très exceptionnel auquel cas on peut douter de la pièce de monnaie, ou alors est-ce que ça fait partie des résultats plutôt banals? La loi du qui 2 est capable de nous dire quelle était la probabilité de faire moins en lançant 10 fois une pièce et quelle était la probabilité de faire plus. Encore une fois, à cause de la restriction petit n supérieure à 30 qu'on n'a pas ici, ces valeurs sont à prendre avec des pincettes, elles ne sont pas parfaitement exactes. Mais encore une fois, peu importe. Donc on va dire que notre résultat ne fait pas partie des 5% de résultats trop exceptionnels. C'est-à-dire qu'il y avait un peu plus de 5% de chance de faire plus que 3,6 avec notre pièce de monnaie. Bon, malheureusement, lorsque vous aurez à faire un exercice sur le qui 2, ben, en général, vous avez une table de valeurs précalculées qui ne concerne pas l'infinité des résultats possibles envisageables. Et donc, vous n'avez pas accès à ces informations-là. Alors bien entendu, il faudra utiliser l'outil qui 2 d'une bonne calculatrice ou l'outil loi du qui 2 sur Excel par exemple pour obtenir ces informations. Mais imaginons que l'on ait à notre disposition qu'une table. Donc on va tenter d'en tirer des conséquences qui seront d'ailleurs largement suffisantes pour la quasi-totalité des applications qu'on veut faire sur la loi du qui 2. Je rappelle donc la méthodologie et puis on va arriver à cette fameuse interprétation de probabilité et conclure. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? On a testé une hypothèse nulle, ce qui est toujours le cas dans tout test d'hypothèse en statistique. Donc une hypothèse nulle qu'on note H0 et qui correspond à on suppose que notre objet ou notre population, ça dépend des cas, est idéal par rapport à l'idée qu'on s'en faisait. Donc c'est très large comme définition évidemment, mais ici notre hypothèse c'est l'adéquation entre les valeurs observées et les valeurs théoriquement attendues, c'est-à-dire que les valeurs observées ne sont pas trop différentes des valeurs théoriquement attendues. On ne peut pas rejeter les valeurs théoriquement attendues et donc l'idée que la pièce soit bien équilibrée. On ne va pas forcément rejeter ça. Eh bien en fait, ce qu'on va faire après l'expérience et après avoir joué à pile ou face, c'est de voir si on peut rejeter cette hypothèse et dire non, il semble bien que la pièce est truquée. Est-ce qu'on peut? Donc c'est notre objectif final. Et on va toujours dans ce sens. On pose une hypothèse au départ et notre objectif est d'essayer de la rejeter. On ne peut jamais connaître les chances que l'on a d'avoir raison si on accepte une hypothèse posée au départ. C'est mathématiquement impossible. Mais par contre, on sait en gros les risques qu'on prend lorsqu'on décide de rejeter une hypothèse posée au départ. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus maîtrisable.
Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Donc on a calculé notre qui 2 de l'expérience, c'est là où on a trouvé 3,6 et maintenant il faut savoir l'évaluer. Est-ce que 3,6 c'est plutôt élevé ou pas? Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le comparer à d'autres valeurs qui vont nous servir de jalon et qui avaient été précalculées dans un formulaire. Pour lire les bonnes valeurs sur le formulaire, il faut aller au bon endroit et ça dépend de la configuration de votre expérience. En particulier, ça dépend du nombre de degrés de liberté, en bleu ici, les DDL, de votre expérience. Et donc là, on ira sur la bonne ligne du formulaire. Alors, pour un test d'adéquation à n mesures, hein, on nous dit clairement le nombre de degrés de liberté, c'est n-1. Ici, on a pardon, on a lancé la pièce de monnaie 10 fois, eh bien, nous aurons 9 degrés de liberté. Et donc, si on va sur la ligne 9 degrés de liberté, eh bien, on s'aperçoit que cette ligne nous renseigne dans la table du qui 2 sur 4 valeurs associées à 4 pourcentages. 6,64 pour 1%, 5,41 pour 2%, etc., etc. En fait, la table nous renseigne sur les qui 2 qui correspondent à des probabilités d'être dépassés. Autrement dit, avec votre pièce de monnaie, vous aviez 1% de chance d'obtenir un qui 2 supérieur à 6,64. Vous aviez 2% de chance d'obtenir plus de 5,41, 5% de chance d'obtenir plus de 3,84 et 10% de chance d'obtenir plus de 2,71. Alors, je vous ai dit une grosse bêtise, je crois, pour le degré de liberté, donc je vais vite revenir là-dessus sans refaire toute la vidéo. Vous avez une liste de 2 résultats, puisque c'était pile ou face, donc vous avez n-1, 1 degré de liberté. Voilà, veuillez me pardonner, j'en étais resté sur de la loi de Student et de l'estimation, donc c'est pas ça du tout. Voilà, donc je le redirai bien en exercice dans la prochaine vidéo. 1 degré de liberté. Alors, ici, on est en train de nous dire quelles étaient les chances de dépasser telle ou telle valeur. Et on n'a pas, et c'est les points d'interrogation qui nous le disent ici, hein, on n'a pas la connaissance précise des chances qu'on avait de dépasser 3,6. Mais on sait que ces chances finalement sont comprises entre 5 et 10%. Et donc on va avoir une idée un peu plus précise, et entre 5 et 10% c'est déjà suffisant comme idée, de la zone où se trouve le résultat qu'on a obtenu. Est-ce qu'il fait partie des cas très exceptionnels ou moyennement exceptionnels, et ainsi de suite. Et donc, on va devoir utiliser le seuil de risque qui a été choisi dans l'énoncé en général, dans la plupart des énoncés, sinon ça sera à nous de choisir quelque chose, pour décider si notre résultat est jugé exceptionnel. Par exemple, si on se fixe un seuil de risque à 5%, eh bien, on va accepter de rejeter l'hypothèse de départ, et donc on va accepter de dire il semble bien que la pièce est truquée, si notre résultat fait partie des 5% de résultats trop forts. Et donc si les résultats observés sont trop loin dans cette mesure-là par rapport aux résultats 5 piles 5 faces. Or, notre résultat est à 3,6. Il ne fait pas partie de la catégorie qui va de 3,84 à l'infini des 5% de résultats trop exceptionnels. Donc si on s'est fixé un seuil de risque à 5%, eh bien notre conclusion c'est avec notre qui 2 calculé de 3,6, on ne peut pas rejeter H0. Attention, ça ne veut absolument pas dire qu'on accepte H0, et donc qu'on dit on est sûr que la pièce n'est pas truquée. Mais ça veut tout simplement dire qu'avec le résultat qu'on a obtenu, on n'est pas suffisamment loin pour rejeter H0. On n'est pas suffisamment sûr d'avoir raison de rejeter H0. Techniquement parlant, ce seuil de risque, on en a donc 4 exemples ici sous les yeux, 10, 5, 2 et 1%, c'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité de rejeter H0 sachant qu'elle est vraie. Et donc, en gros, de la rejeter à tort. Donc évidemment, on prendrait toujours un risque, et c'est pour ça que ça s'appelle seuil de risque, même si notre résultat avait été égal à 4,5 par exemple. Si on s'était trouvé dans cette zone-là, eh bien au seuil de 5%, on aurait rejeté H0. Mais ça signifie qu'en fait, c'était tout à fait possible avec une pièce non truquée de se retrouver ici. Mais on décide de rejeter H0 quand même, et on sait très bien en même temps qu'on a grosso modo 5% de risque de se tromper en rejetant. Donc le seuil de risque peut être défini comme
le risque maximal que l'on a de se tromper en rejetant l'hypothèse de départ. Ici, avec notre 3,6, on n'a même pas atteint le seuil et donc on ne peut rien dire en fait. On ne peut pas se permettre de rejeter H0. On n'aurait pas suffisamment de certitude. Allez, on fait un petit exercice d'application pour compléter les explications et puis voir ce qu'il faut savoir faire. Donc nous avons ici un lancer de dés. Nous avons lancé un dé 120 fois et on a noté le nombre de fois où le dé est tombé sur chacune de ces 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 26 fois sur le 1, 15 fois sur le 2, donc on observe des disparités. Et on se doute bien que la plupart du temps, les résultats ne vont pas être tous bien lissés, bien égaux, même avec un dé parfaitement équilibré. Encore une fois, la fluctuation possible du hasard est multiple, existe et est non nulle. Donc, l'idée du test du Ki2, ça va être de nous aider à dire si ces disparités sont vraiment fortes et étonnantes de la part d'un dé bien équilibré, ou alors si ça fait partie des événements qui peuvent se produire assez facilement. Donc, ce qu'on va faire évidemment pour faire le test, c'est d'abord obtenir la liste des effectifs théoriquement attendus. Et ensuite, entre effectifs observés et effectifs théoriques, on pourra calculer des Ki2 partiels, on en fera la somme et on obtiendra le Ki2 total. Voici ce que ça donne ici, donc sur le tableau complété. Évidemment, en lançant un dé 120 fois et en supposant H0 qu'il n'est pas truqué, donc parfaitement équilibré, on s'attend en théorie à avoir 20 fois obtenu chaque face. 120 fois, une probabilité de 1 sixième pour chaque face, 1 sixième fois 120, ça nous donne 20 résultats sur chaque face. On applique la formule pour calculer nos Ki2 partiels, différence entre observation et théorie mise au carré, donc par exemple ici la différence vaut 6 mise au carré 36, divisé par la valeur théorique 20, 36 divisé par 20, 1,8. Et on fait ça sur chaque colonne. On a donc une liste de Ki2 partiels, et on obtient, en faisant le total, un Ki2 calculé de 7,7. Voilà, deuxième étape, donc ça consiste, ou plutôt l'étape suivante, consiste à comparer ce 7,7 à des valeurs que l'on trouvera dans une table de Ki2 et qui nous serviront de point de repère. Voilà, donc encore une fois, nous sommes là, mais nous ne savons pas encore si c'est un événement exceptionnel. Donc, comptons le nombre de degrés de liberté. Ici, on a eu un tableau à 6 entrées, d'accord? Donc on a 6 mesures différentes, et donc nous avons 5 degrés de liberté. Donc on va bien lire sur la bonne ligne les Ki2 limites correspondant aux différents seuils de risque pour 1%, 2%, 5% et 10%. Et on s'aperçoit que en fait notre résultat ne nous a pas conduit très très loin, et donc que l'on n'est pas dans la catégorie par exemple tout à droite des 1% de résultats vraiment exceptionnels qu'un dé bien équilibré aurait pu nous faire obtenir, et qu'un dé mal équilibré aurait eu plus de chances de nous faire obtenir. Donc ici, on précisera que le seuil de risque choisi a été de 2%, ça veut dire que notre Ki2 limite est de 13,39. Je remets en rouge sur le graphique, en fait, la valeur qui sur les 4 était intéressante pour nous dans l'exercice qui nous imposait un seuil de 2%. Et donc la question sera vite tranchée, hein. Est-ce que notre résultat fait partie de la zone de rejet, c'est-à-dire est au-delà de ce seuil? Eh bien non, on en est très loin. Donc évidemment, avec ce qu'on a obtenu, en tout cas au seuil de 2%, on ne peut pas rejeter H0, c'est-à-dire on ne peut pas dire que le dé est truqué. Voilà, donc dans la pratique, on ne s'en tiendrait pas à un seul échantillonnage, c'est-à-dire qu'on retenterait plusieurs fois l'expérience lancer le dé 120 fois. Et si effectivement le genre de résultat qu'on a sous les yeux se répète, avec des Ki2 égaux à quelque chose qui est compris entre 3 et 12 par exemple, eh bien on va en déduire qu'on a des résultats plutôt banals pour un dé équilibré. Le graphique tout entier est construit, je le précise et je le rappelle, pour un dé équilibré. Donc pour un dé équilibré, notre résultat est vraiment dans les clous de ce qu'on obtient habituellement. Il est un petit peu élevé, mais pas tant que ça. Voilà, donc au niveau de ce qu'il faut rédiger en exercice, on n'a que ça à dire, c'est-à-dire qu'on montre, si vous voulez, les calculs, on va montrer les Ki2 partiels, on réécrit l'hypothèse nulle pour bien savoir ce qu'on va rejeter à la fin ou pas,
On monte le qui2 calculé, on parle du nombre de degrés de liberté, du seuil de risque, et on en déduit donc la valeur lue du qui2 limite. On compare qui2 calculé, qui2 limite, et on conclut. Point final. Voilà, donc on reverra évidemment d'autres exercices dans la vidéo suivante. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute de cette vidéo. Je vous redis de ne pas hésiter à commenter cette vidéo, donc en posant des questions. J'imagine qu'il doit rester peut-être quelques zones d'ombre ou quelques questions un peu plus techniques. Merci et à bientôt.